Merci pour cette invitation pour venir présenter quelque chose sur nos travaux à Fribourg sur le langage inclusif. Utile ou futile, en fait, on verra que la question elle va dépendre finalement de ce qu'on veut faire et ce qu'on souhaite en termes de fonction. Ce qui est sûr, c'est que l'écriture inclusive laisse personne de marbre. En fait, j'ai vu beaucoup de réactions, surtout ces dernières années sur l'écriture inclusive. Par exemple, François Jolivet en France, politicien au Sénat, qui a proposé 3 mois de prison et 5 000 € d'amende pour toute personne qui utilise l'écriture inclusive, en tout cas ce que lui pensait être l'écriture inclusive. Bon, ça nous a quand même fait un petit peu sourire ces 3 mois de prison, parce qu'on s'imaginait commencer à faire nos recherches un petit peu à la cave comme ça, ce qui aurait pu être assez marrant. Mais pour essayer aujourd'hui de vous présenter quelque chose de relativement large et aussi peut-être un petit peu dépassionné, je vais établir quelques fondements du langage inclusif qu'il faut absolument comprendre avant finalement de parler de ce qu'on entend par écriture inclusive ou langage inclusif. Alors, je vais commencer tout d'abord par 2 fondements. Alors, voilà. Je vais commencer d'abord par 2 fondements. La première question aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand on parle de genre. Donc, le genre, c'est une construction sociale, d'accord, et le genre se décline sous diverses formes. Et ce qui est sûr, c'est que le genre n'est pas binaire. En toute façon, le genre n'est pas binaire. Non seulement il n'est pas binaire, pour des psychologues, c'est très étonnant de considérer finalement le genre comme quelque chose de binaire, mais ce qui est aussi étonnant, c'est de le considérer comme quelque chose de statique, en fait, qui ne bouge pas. Et je mets ma main au feu que toutes les personnes qui sont ici ont des moments transgenres dans la journée, ont des attitudes, des pensées transgenres tout le temps, et c'est tout à fait normal, en fait. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que j'aimerais que vous gardiez ça en tête pendant ma présentation, parce que ça a évidemment des implications sur ce qu'on entend par écriture inclusive, langage inclusif, et ça a aussi des implications par rapport au français lui-même, qui peut-être présente des formes qui ne nous permettent peut-être pas d'envisager un monde dans toute sa diversité. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est un élément que je laissais toujours un petit peu à la fin, en fait. Je finissais ma présentation par une sorte de feu d'artifice comme ça, en disant bam, tac, et puis vous rentrez, c'est une baffe comme ça, vous rentrez à la maison, tout ça. Puis là, je me dis non, je vais le faire dès le début, en fait, parce qu'on ne va pas laisser le suspense par rapport à ça. Mais nous vivons dans une société androcentrée. Androcentrée, c'est-à-dire qu'elle tourne autour des hommes, donc elle a été faite par des hommes pour des hommes, d'accord? Alors, on a érigé les hommes comme étant la valeur par défaut. Ici, quand je parle d'hommes, ce n'est pas les femmes, hein, c'est les hommes. D'accord? Et ça, c'est important de le voir. On le voit, par exemple, dans les habits. Vous voyez, quand on vous dit l'habit neutre, mais l'habit neutre, c'est un t-shirt, un pantalon et peut-être des baskets. Ce n'est pas du tout l'habit neutre, c'est l'habit masculin. Si vous regardez les cours d'école, comme elles ont été construites pour les garçons, encore maintenant d'ailleurs. Si vous avez une cour d'école, vous voyez, il y a un terrain de basket, un terrain de foot, des activités qui étaient réservées aux garçons. Et les filles, elles apprennent très vite que si elles veulent passer dans la cour d'école, elles veulent traverser, ben elles vont passer par la périphérie, en fait. Et vous pouvez même l'essayer dans la rue. Quand vous sortez de cette présentation, vous essayez. Vous marchez dans la rue, vous croisez quelqu'un, puis vous regardez qui c'est qui va s'enlever. Et moi, je peux le dire, hein, parce que j'ai eu cette éducation. Moi, en tant qu'homme, je ne vais pas m'enlever. C'est moi, en fait. Moi, je sais, j'ai appris, je vais tout droit, simplement, puis les gens n'ont qu'à s'enlever quand je passe sur mon passage. Alors ça, c'est important de le comprendre. Alors pourquoi cet androcentrisme aujourd'hui, je vous en parle? On pourrait faire toute une présentation là-dessus, d'ailleurs, ce qui sera assez passionnant, j'ai l'impression. Mais pourquoi c'est important? C'est parce que le langage n'y a pas échappé, en fait. L'évolution même de la langue, on va parler du français, mais je vais vous parler d'autres langues aussi, n'a pas échappé à cet androcentrisme. Et non seulement il n'y a pas échappé, mais en plus, le langage va nourrir cet androcentrisme, va nous proposer des formules qui vont simplement nourrir ce fait que cette société tourne autour des hommes. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer cet effet-là par rapport à des caractéristiques formelles de la langue. On va parler de marques grammaticales, mais je vais aussi commencer par vous parler de pratiques langagières. Alors, il y a peut-être des linguistes ici. Je fais ici des distinctions qui sont tout à fait
complètement arbitraire. Hein. Je l'ai fait moi pour essayer de faciliter la présentation. Donc, mais nous, en psychologie, on a l'habitude de faire ça. On utilise des termes un peu toujours les mêmes pour parler des choses complètement différentes. Mais tout ça pour dire que je vais vous parler de ces deux domaines ici et que ces distinctions ne sont pas forcément des distinctions complètement formelles. Et avant de vous parler de ces pratiques langagières, on va revenir quand même sur un problème qui est assez important, c'est l'effet du langage sur notre pensée. Si le langage n'a pas d'effet sur notre pensée, on peut s'arrêter ici, en fait. Je peux fermer mon ordi, et puis on va boire un verre, puis voilà, c'est fini. Mais maintenant, ce lien entre langage et pensée, c'est un lien qui a beaucoup intéressé les anthropologues déjà au début du XXe siècle, Édouard Sapir et Benjamin Lewis, que peut-être vous connaissez, mais qui a ensuite été repris par des auteurs que vous connaissez sûrement, George Orwell dans 1984, la langue qu'il invente pour ce régime totalitaire qui s'appelle Newspeak, ou novlangue en français. Dans cette langue, par exemple, le mot liberté n'existe pas. Et l'idée, c'est de dire, si le mot liberté n'existe pas, les gens ne vont pas pouvoir penser le concept de la liberté. Alors, cette idée-là a été très, très discutée durant le XXe siècle et encore maintenant, et c'est une idée très controversée. Moi, je vais vous montrer une idée qui est un peu moins controversée sur le lien entre langage et pensée, et c'est l'idée sur laquelle nous, on se base à Fribourg. Je vais vous montrer avec une petite expérience qu'on a faite avec mes collègues, avec mon collègue Michał Paszłowski notamment. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va à la bibliothèque universitaire, on s'approche d'une table, enfin de plusieurs tables, d'abord d'une table, et puis on dit à la personne, nous fêtons les 10 ans du département de psychologie, on a tiré au sort votre table, vous venez de gagner 2 francs. Et les personnes nous regardent un peu en disant, qu'est-ce qu'il me veut, si je ne bouge pas, il ne me voit pas, c'est bon, non, et puis on leur donne 2 francs. 2 francs sur un bout de papier, et sur le bout de papier, c'est marqué, tiens, une pièce de 2 francs, ou bien, tiens, une petite pièce de 2 francs. Alors, ce n'est pas en bleu hein, sur la carte, c'est juste pour voir quel est l'élément qui change. Et ce qu'on fait, c'est qu'on revient quelques minutes plus tard et on regarde à quel point les personnes sont contentes. Allant de 1, elles ne sont pas du tout contentes, à 10, à 9, elles sont très contentes. Et regardez ce qui se passe, les personnes qui ont reçu la pièce sont simplement plus contentes que les personnes qui ont reçu la petite pièce. Alors, on peut revenir, c'est la même pièce, hein, c'est exactement la même pièce de 2 francs. On peut revenir, on peut discuter longtemps pourquoi on n'aime pas les petites choses, quand on est dans un restaurant, puis on reçoit l'assiette, il n'y a pas grand-chose quand même là-dedans. Mais ça, c'est encore autre chose, ça, c'est un autre problème. Mais ce qui est important pour vous de garder en tête, c'est que le langage offre un nombre limité d'options pour parler d'un monde illimité. Et parce que le langage offre un nombre limité d'options, il va attirer notre attention vers des propriétés du monde qui ne sont pas forcément pertinentes. D'accord ? Si vous retenez une seule chose de ma présentation, alors j'espère que vous en retenez plus, mais si vous retenez une seule chose de ma présentation, retenez ça, parce que c'est la base, finalement, de tous les effets du langage sur notre pensée. C'est cet effet attentionnel. Et ça, c'est important pour tout ce que je vais dire maintenant par rapport au langage et au genre. Alors, je vais vous parler d'abord des pratiques langagières. Je vais vous parler de vos pratiques langagières, d'accord ? Mais quand je dis vous, c'est aussi les miennes, hein, donc je n'essaie pas de vous vexer, en fait, ici. Mais vous verrez, en fait, c'est assez intéressant de se pencher un peu sur ses propres pratiques. Ici, je refais une distinction qui n'est pas tout à fait formelle. On va parler de contenu et on va parler de forme. Alors, il y a bien d'autres choses encore, hein, mais ici, je vous donne 2 éléments qui, à mon avis, sont importants, en tout cas par rapport à cette question du genre et du langage. Alors, quand on parle de contenu, on parle surtout du sens des mots. Quels sont les mots que vous allez choisir quand vous parlez de femmes ou vous parlez d'hommes ? Ici, on va garder juste la binarité pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est que si je vous mets des adjectifs comme ça à l'écran, vous allez très vite voir ces adjectifs et vous allez très vite comprendre quels sont les adjectifs qu'on a plus tendance à utiliser quand on parle de femmes et quels sont les adjectifs qu'on a plus tendance à utiliser quand on parle d'hommes. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que vous y êtes exposé à ces associations particulières depuis l'âge 0. D'accord ? Alors, vous y êtes exposé aussi un peu avant, mais bon, on ne va pas parler de ça ici. Mais ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure de votre développement, vous rencontrez ces associations. Et votre cerveau, évidemment, votre cerveau qui est paresseux, désolé, il est paresseux, ben il va se dire, ben tiens, si maintenant cette association, je la vois si souvent, ben je vais la prioriser en fait. Comme ça, la prochaine fois que ça arrive, ben ça me prendra moins de ressources pour l'activer. Et c'est comme ça que finalement, vous allez activer des mots plus facilement auxquels vous avez été plus fréquemment exposé.
Et du coup, vous devenez des véhicules, puisque vous-même, vous utilisez ces mots, et les autres sont exposés à ces associations, etc., etc. Alors, quand je travaille avec des journalistes, je leur dis souvent, quand vous écrivez un texte et que vous parlez d'une femme ou d'un homme, à la fin, quand vous avez terminé d'écrire votre texte, changez le genre de la personne. Si vous avez l'impression que votre texte sonne un peu bizarre, c'est que vous l'avez genré. Et ça, c'est un bon exercice pour remarquer ces associations. Simplement changer le genre de la personne euh, que vous mentionnez dans votre texte. Alors, l'autre élément par rapport au sens des mots, c'est un phénomène qui existe qui s'appelle l'infantilisation des femmes. Dans cette société androcentrée, on a tendance à infantiliser les femmes de plusieurs manières. Une des manières ici, c'est un titre du temps. Hein. C'est un titre du temps d'il y a quelques années. Les filles de la Fed Cup et les hommes de la Coupe Davis. Donc ici, on parle des filles, mais on parle des hommes. Ça, c'est une des manières d'infantiliser les femmes. L'autre manière, c'est également l'utilisation des prénoms. Alors, pas tout le temps, hein. Et ça vous arrive, si vous êtes une femme et vous êtes dans une séance, ça peut arriver qu'on on vous nomme par votre nom de famille, bien sûr. Mais la tendance à utiliser le prénom plus rapidement est plus importante pour les femmes. On l'a vu quand on parlait dans les journaux de Trump et d'Hillary, on parlait de Sarkozy et de Ségolène, etc., etc. Et je mets ma main au feu que ça vous est arrivé dans une séance. Tout à coup, vous êtes dans une séance et puis on s'adresse à une femme et bing, on utilise le prénom alors qu'on ne le fait pas pour les hommes qui sont ici. Et ça, c'est une manière d'infantiliser. La dernière manière d'infantiliser, c'est l'utilisation de mademoiselle. Mais mademoiselle, je le trouve tellement fascinant et que je vais le garder pour plus tard parce qu'il va revenir pour une autre question, mais je le trouve vraiment fascinant. Vous verrez pourquoi. Et le dernier point, c'est les questions qui sont posées. Les questions qui sont posées aux femmes. Si ça vous intéresse, il y a des journalistes qui ont décidé dans le monde sportif de poser des questions aux hommes qui sont habituellement posées aux femmes. Ça s'appelle covertheathlete.com. Et puis vous pouvez aller regarder, c'est fascinant. Et il y a aussi une vidéo qui tourne maintenant sur les réseaux sociaux d'une réalisatrice qui fait des entretiens d'embauche, puis qui dit la même chose qu'on dit habituellement des femmes, mais qui le dit à des hommes, puis on voit la réaction des hommes. C'est vraiment c'est fascinant. Et le dernier exemple, c'est ici à Genève. Vous avez une professeuse de français médiéval ici qui a eu une double page dans le temps. C'était vraiment hyper intéressant. Elle a une carrière fantastique. Je me souviens plus de son nom malheureusement, mais j'ai vraiment une mauvaise mémoire des noms. Mais voilà, du coup, dans la double page, c'est fascinant. Hein. Donc, on parle de son parcours en français médiéval, comment elle est devenue professeuse ici à l'Université de Genève. Et au milieu, on parle de ces trois gamins. Alors moi, je me dis, alors à moins qu'elle parle français médiéval à ses enfants, et puis là, il y a une pertinence, en fait, de me parler de ses enfants, ben, ça n'a absolument aucune pertinence ici. D'accord. Et ça, c'est intéressant aussi, la manière dont on présente des choses différenciées par rapport aux femmes et aux hommes. OK, je m'arrête là sur cette partie du sens des mots. Maintenant, je vais parler de la forme. Alors pourquoi la forme? C'est important, parce que vous verrez ici par rapport à l'androcentrisme, c'est l'ordre de mention. Vous voyez, si vous parlez d'une table et d'une chaise, vous allez parler de la table et de la chaise. Vous allez rarement dire la chaise et la table. En fait, quand on parle d'objet, on a tendance à parler de l'objet le plus grand en premier. Quand on parle d'être humain, il y a des hiérarchies comme ça, sémantiques. Et par exemple, l'âge, c'est un facteur. Vous parlez de père et fils, de mère et fille. Vous n'avez jamais entendu l'expression fille et mère ou fils et père. D'accord? Maintenant, quand on parle de femmes et d'hommes, et là je fais exprès, on a également tendance, dans une société androcentrée, à parler des hommes en premier. Donc l'expression les hommes et les femmes, vous l'avez utilisée vous-même, vous l'utilisez quotidiennement probablement, à moins de vous en rendre compte, mais vous parlez rarement des femmes et des hommes. Et c'est assez intéressant parce que vous avez les bureaux de l'égalité, d'ailleurs, ont longtemps été les bureaux de l'égalité entre hommes et femmes. Ils sont devenus les bureaux de l'égalité entre femmes et hommes et ensuite les bureaux de la diversité. Enfin, sauf en Valais où c'est encore le bureau de la famille. Je sais pas quoi. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais l'autre exemple qui est assez intéressant, c'est mari et femme. D'accord? Vous n'avez jamais entendu parler de femme et mari. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, comme ça, en disant ben, c'est évident, c'est l'ordre alphabétique. Je me suis dit, oula, ouais, ça ne va pas très bien. Mais enfin, voilà, ce n'est pas l'ordre alphabétique. Donc, mais mari et femme, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double asymétrie. Vous voyez, le mari peut être un mari, mais il peut être un homme. D'accord? Tandis que la femme, son statut marital est confondu avec le terme qui la définit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce statut marital. C'est là que c'est fascinant. On a un problème avec le statut marital des femmes. Vraiment, c'est un problème de société. La Sainte Catherine. La Sainte Catherine. Donc, si à 25 ans, vous êtes une femme et vous n'êtes pas mariée, il faut vous humilier dans la rue. C'est ça. Hein. Maintenant, quel est le pendant masculin? Est-ce que quelqu'un connaît le pendant masculin?
Ben non, il n'y en a pas eu en fait. Il y a eu des hommes qui ont participé à la Sainte-Catherine et ces hommes sont devenus les rois de la Sainte-Catherine, évidemment. Mais en fait, c'est intéressant parce que ce statut marital, il revient maintenant pour l'autre élément que j'adore, c'est mademoiselle. Vous voyez. Alors mademoiselle, vous l'utilisez si vous voulez infantiliser une femme, puisque mademoiselle, on l'utilise pour une fille. Donc si je l'utilise pour une femme, c'est évidemment, c'est pour l'infantiliser ou pour dire, mais elle n'est pas mariée. D'accord. Et de nouveau, on a ce statut marital. Alors moi, mon père qui a 77 ans, qui dit ouais, Pascal, tu m'emmerdes un peu avec ça. Moi, quand je suis au restaurant, j'ai tellement l'habitude de dire mademoiselle, j'ai de la peine. Et je lui dis mais pas de souci. Fais la même chose alors pour les hommes. Tu fais la même chose. C'est ce que je fais moi maintenant quand je vais au restaurant avec ma fille qui a 13 ans, puis qui a envie de creuser une tombe, qui a envie de dire ah, mais arrête, papa, de faire ça. Je lève la main et je fais. Qu'est-ce que je dis pour remplacer mademoiselle pour un serveur? Non. Mon damoiseau. Mon damoiseau, j'aimerais une petite bière, s'il vous plaît. Alors, essayez, franchement, ce soir, vous essayez. Vous allez au bistrot, vous levez la main, il y a un serveur, vous dites, mon damoiseau, j'aimerais une bière. Puis quelqu'un va vous dire, mais c'est quoi? Mais il n'est pas marié! Il n'est pas marié! Bon, voilà, je m'arrête là-dessus. Maintenant, vous allez vous dire, mais quelle est finalement la pertinence de cet ordre de mention? Est-ce que vraiment ça a un effet? Eh bien, réfléchissez maintenant aux couples que vous connaissez autour de vous. Que ce soit des couples lesbiens, homosexuels, hétérosexuels, c'est égal. Juste des couples que vous connaissez autour de vous. Comment vous les nommez habituellement? Et vous allez remarquer que vous nommez en premier la personne qui vous est la plus importante. C'est la personne que vous connaissez que depuis plus longtemps, c'est la personne avec qui vous êtes la plus proche, etc. etc. Et cette notion d'importance, c'est bien de l'avoir en tête dans une société où on nomme toujours les mêmes personnes en premier. Alors, pas toujours, il y a un contre-exemple, évidemment. Je suis sûr, hein, moi, quand je donne ces présentations, il y a toujours quelqu'un qui est là, je sens qui est en train de charbonner là, pour trouver. Et il y a effectivement un contre-exemple qui vient du XVIIIe siècle, qui est où on nomme toujours les femmes en premier. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Alors, on pourrait se dire, mais oui, ça vient du 18e et Peter Regarty a travaillé sur ce ladies and gentlemen. On pourrait se dire, ben oui, parce qu'au 18e, on aimerait bien que les femmes aient beaucoup plus d'importance dans la société. Ben non, non. Au 18e, les femmes n'ont pas de droit, d'accord, déjà, comme les enfants d'ailleurs. Donc non, ce n'était pas ça, en fait. Ce n'était pas une question d'importance, c'est probablement une question de paternalisme. C'est du paternalisme, en fait, un petit peu de la même manière que, à la limite, moi, j'ouvre une porte pour une femme parce que je veux lui signaler que finalement, elle n'arrivera jamais à ouvrir cette porte sans moi. Ça va être vraiment très, très compliqué. Donc, c'est un peu ce paternalisme-là qui a fait que Ladies and Gentlemen est devenu l'expression avec les femmes en premier. Ok, je m'arrête là. Votre vie va devenir un enfer et vous allez vraiment m'en vouloir parce que vous allez remarquer à quel point c'est présent dans la société, cet ordre de mention. Et maintenant, on va passer à quelque chose de plus formel, en fait, d'une caractéristique formelle de la langue. Pour parler de cette caractéristique formelle, je vais utiliser cette phrase ici, une phrase toute bête. Un chercheur a demandé aux spectateurs de penser à Emmanuel Charpentier. Alors vous vous dites, mais c'est qui Emmanuel Charpentier? Alors moi, je vais faire un autre exercice qui est assez intéressant maintenant avec vous. Ça va aller très vite, hein. Vous devez réfléchir très vite là. Vous étiez peut-être un peu fatigué. Là, on va, attention, on fait comme un concours. Attention, nommer une scientifique connue, mais pas Marie Curie. Et maintenant, vous connaissez Emmanuel Charpentier, qui a gagné le prix Nobel il y a 2 ans de biochimie. Donc, c'est bien. Alors, je ne veux pas parler de ça maintenant. On pourrait faire aussi, évidemment, il y a des conférences. Je vous invite à aller écouter des conférences sur l'invisibilisation des femmes. Hein, on reparlera des autrices, parce que les autrices aussi, ça a été assez intéressant. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ce chercheur et ses spectateurs. Alors, pourquoi c'est intéressant pour des psychologues? Parce qu'il y a une forme grammaticale masculine ici. D'accord? Alors, on peut la décliner pour les linguistes. Il y a 2 formes. Enfin, on verra. Mais il y a une forme grammaticale masculine. Et pourquoi elle est fascinante pour des psychologues? Parce qu'elle est ambiguë. Et les psychologues adorent l'ambiguïté. Elle est ambiguë. Alors pourquoi elle est ambiguë? Parce qu'en fait, le chercheur ici, un chercheur et les spectateurs, on peut y attribuer un sens spécifique. C'est ce qu'on appelle un sens spécifique. Ici, le chercheur est un homme, les spectateurs sont que des hommes. Cette interprétation-là est tout à fait possible. Il n'y a rien dans cette phrase qui me dit que ce n'est pas possible. D'accord? Il y a une autre interprétation qui est possible qu'on appelle le sens générique. Alors, formellement linguistique, on appellerait ça un autre masculin, mais ça, ce n'est pas important. Ici, ce qui est important, c'est qu'il y a ce sens générique. Mais le sens générique lui-même a plusieurs sens. Il a un sens neutre,
Alors, neutre, ça voudrait dire quelque chose comme sans rien, en fait. D'accord? Pourtant, si je vous demande maintenant de faire un exercice, réfléchissez à une personne neutre. Mais la personne neutre, c'est quoi? C'est une personne androgyne, c'est-à-dire qui a des traits masculins et des traits féminins. La personne neutre, c'est une personne qui n'a pas de traits genrés, c'est une personne agenrée. C'est quoi une personne neutre? Ou bien c'est une personne mentalement qui est floue, finalement, puis on ne voit pas très bien. En fait, c'est difficile, même conceptuellement, la notion de neutre, elle est très, très compliquée ici. Alors bon, on va prendre l'autre sens, qui est le sens mixte, qui va peut-être mieux pour le pluriel, au spectateur ici, mais le sens mixte, il est ambigu lui-même, parce que mixte, ça veut dire quoi? Il y a un homme, 50 femmes, il y a une femme, 50 hommes, ou bien il y a 50-50, ou bien il y a une femme, un homme, puis 50 personnes non binaires. Donc, ces interprétations-là sont toutes possibles dans cette phrase ici. Maintenant, quand vous êtes en train de lire ou d'écouter une phrase comme ça, vous avez pas, on n'est pas là dans une salle à se dire ah, qu'est-ce que vous pensez, on réfléchit un peu, puis à la fin on arrive, puis on passe à la phrase suivante. Non, vous avez à peu près 200 millisecondes. Vous avez 200 millisecondes, votre cerveau a 200 millisecondes pour y attribuer un sens. Alors vous pouvez vous dire, mais peut-être le cerveau ne va pas le faire. Peut-être le cerveau va laisser ça de côté pendant un moment. En même temps, le cerveau n'aime pas l'ambiguïté. Si vous regardez un nuage suffisamment longtemps dans le ciel, vous allez y voir apparaître une forme. Donc, il y a ça même un nom, mais peut-être vous allez voir, je ne sais pas, la Vierge Marie en train de pleurer. Et peut-être c'est un problème, peut-être c'est pas un problème. Enfin, voilà, tout ça pour dire que le cerveau va attribuer un sens. Et maintenant, on va se poser la question, quel est le sens que le cerveau va prioriser? Parce que c'est ça qui est important ici. Alors, avant de faire ça, on va juste faire un petit peu d'histoire, mais un tout petit peu d'histoire, parce que c'est quand même important de replacer ce masculin dans son histoire. Donc, le français, le masculin n'a pas toujours eu cette valeur dominante, d'accord, dans les autres langues non plus. Et ce qui est important, c'est que le français a vécu des vagues de masculinisation. Si ça vous intéresse, Eliane Viennot, je vous montrerai après la référence, a travaillé là-dessus. Donc, par exemple, jusqu'au 13e et 14e, on dit « ça pleut », d'accord, comme on le dit en anglais d'ailleurs, « it rains ». Et à partir de ce moment-là, on dit il pleut. Ou bien on dit je la donne un livre pour si je parle à une femme, mais cela devient lui. Je lui donne un livre. D'accord? Mais ce n'est pas ces vagues-là qui vont nous intéresser. N'empêche que moi, je dis ça pleut, j'aime bien dire ça pleut. Mais enfin, de fait, la vague qui va nous intéresser, c'est celle du XVIIe. Pourquoi au XVIIe? Parce que jusqu'au XVIIe, des termes comme autrice, mairesse, médecine, compositrice, professeuse, philosophesse sont des termes qui ont existé, d'accord, qui sont dans l'usage. Et le terme d'autrice est probablement le plus intéressant, il vient du latin ici, et c'est peut-être celui qui a posé le plus de problèmes par rapport à cette période-là. Mais à ce moment-là, l'Académie française, dans ses premières versions du dictionnaire, décide de les retirer du dictionnaire pour signaler simplement aux femmes que ces métiers sont réservés aux hommes. D'accord? Boulangère, il a toujours été dans le dictionnaire. Il n'a jamais quitté le dictionnaire. Mais ces termes-là ont quitté le dictionnaire. Alors, en même temps, il y a des changements qui vont être opérés aussi, mais qui prennent du temps par rapport à la grammaire. Jusqu'au XVIIe et même jusqu'au XIXe, vous avez des règles grammaticales de l'accord, par exemple, qui cohabitent. Vous pouvez choisir, vous accordez à choix, ou bien vous accordez au plus proche. Donc, par exemple, ce verre et cette tasse sont cassés, ça s'écrit EUS. Cet accord de proximité, d'ailleurs, qui a disparu, les grammairiens ont voulu le faire disparaître, pour imposer finalement le masculin comme valeur par défaut. Alors, on retrouve des citations, ce n'est pas une théorie du complot ici, c'est vraiment un siècle, c'est des siècles de misogynie ici qui sont à l'œuvre ici. Il n'y a pas juste tout à coup quelques personnes qui décident de ça. Mais on retrouve des citations qui disent le masculin doit l'emporter sur le féminin parce que le mâle est plus noble que la femelle. Et ça, c'est Nicolas Beauzée au XVIIIe. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'en anglais, la même chose arrive. Au 19e, par exemple, le they singulier, this person came out of the room, they seemed very happy. Si on ne connaît pas le genre de la personne, ce they disparaît à la fin du 19e pour le il générique, he générique. Mais ce il générique va durer un siècle, puisque depuis la fin des années 90, il a complètement disparu en anglais. Il a disparu au profit de he or she or he, où le they singulier est revenu complètement en force depuis déjà 20 ans maintenant, et c'est assez intéressant. Ce they singulier est complètement revenu dans l'usage. Alors, juste par rapport à l'accord de proximité, si je vous dis par exemple certaines tables et chaises, d'accord, certaines, je l'accorde, tables et chaises sont féminins, donc certaines tables et chaises. Maintenant, faites la même chose avec certaines ou certains, avec région et département. Comment vous le dites? Région et département.
Faites un accord masculin, par exemple, un accord par défaut, certaines régions et départements. Ça va pas, ça sonne pas juste. Certaines régions et départements, ça sonne très juste. Cet accord n'a jamais disparu. Vous l'utilisez aussi quotidiennement. Et en fait, dans la grande grammaire qui vient d'être parue, Anna Bailly montre que cet accord est très vivant, malgré le fait que les grammairiens ont voulu le faire disparaître. Alors, c'est un accord que je trouve vraiment très agréable à utiliser dans le quotidien, qui est aussi dans Maurice Grévis, hein, dans le bon usage. Donc, je dis ça parce que dans la discussion avec les éditeurs et éditrices, je dois souvent dire pourquoi j'utilise l'accord de proximité, mais en fait, c'est tout à fait, c'est pas difficile, puisqu'il est dans le bon usage, il est dans la grande grammaire, donc c'est bon, il est vivant, je peux l'utiliser. Alors, je vais finir cette partie historique ici en vous montrant une caricature du 19e siècle, d'une écrivaine, d'une autrice. Voilà comment cette autrice est caricaturée. Et vous allez comprendre aussi pourquoi ce terme disparaît du dictionnaire finalement. Alors, c'est une caricature d'Honoré Daumier. Regardez, vous avez une femme qui écrit, mais regardez ce qui va se passer si une femme commence à écrire. Qui c'est qui va s'occuper des enfants? Qui c'est qui va s'occuper du ménage, en fait? Et c'est intéressant, hein, on voit ici pourquoi ce terme d'autrice et ces autrices qui sont lues et reconnues à cette époque-là. Hein. Donc, il y a des époques où il y a autant de femmes qui sont publiées que d'hommes. Hein. Alors après, il y a eu un travail d'invisibilisation. J'ai vraiment toujours de la peine avec ce terme. Et l'autre chose à dire quand même pour finir sur cette caricature, c'est qu'on est en 2022 et j'aimerais tellement vous dire que les choses ont changé. Mais non, en fait, non, les choses n'ont pas changé. On a vu les dernières votations ici en Suisse sur le congé paternité, on voit bien que les choses n'ont pas changé et je pense que ça mériterait une conférence en soi. Mais maintenant, avant de partir, j'aimerais juste vous donner ça, mais je vous j'enverrai les diapos si jamais. Mais en plus, c'est filmé, donc ça va. Si l'histoire des vagues de masculinisation vous intéresse, Eliane Viennot a écrit un texte très intéressant, Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle En finir avec l'homme. Et là, j'adore ce titre, mais en fait, ici, c'est sur l'expression les droits de l'homme. En fait, elle montre bien que les droits de l'homme, ce n'était pas voulu comme générique, pas du tout. Donc, c'est la première fois qu'on voit dans un dictionnaire homme comme étant possible pour des femmes, c'est dans les années 1930. Donc, les femmes n'ont pas de droits comme les enfants pendant très longtemps. Donc, les droits de l'homme, c'était pas du tout pour les femmes. Et si le français ou si l'évolution du français vous intéresse, Maria Candel et Alia Veron ont écrit un livre fantastique sur ce sujet. Et Christophe Benzitoun a écrit un livre qui vaut vraiment la peine de lire parce qu'il s'inquiète du temps que nos enfants passent, que les enfants passent à l'école à apprendre des règles orthographiques et grammaticales complètement arbitraires et incroyablement complexes, alors que on voit dans les résultats PISA, quand vous avez des enfants qui parlent des langues comme le finlandais, où il y a 3 règles logiques pour dériver l'orthographe, c'est des enfants qui passent quand même plus de temps sur l'argumentation, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, on pourrait aussi en parler des heures et des heures. Je vous invite à écouter aussi le TED Talk de Arnaud et de Jérôme Piron sur la faute de l'orthographe, c'est à 17 minutes et c'est fascinant pour comprendre un petit peu l'évolution du français. Revenons à la psychologie maintenant, puisqu'on est ici dans les archives, pour les archives Jean Piaget, on va parler de l'apprentissage ici. Et l'apprentissage de la règle des interprétations du masculin, elle va dans ce sens-là invariablement, et c'est toujours le cas. On vous apprend formellement à l'école que si vous voulez parler d'un être inanimé, comme une table ou un verre, le genre grammatical est aléatoire. D'accord ? C'est à ce moment-là de ma présentation, je le fais toujours, je parle de ma maman parce que c'est important qu'un psychologue parle de sa maman dans une conversation, dans une présentation. Mais ma mère est anglaise et pour elle, c'était un cauchemar. Après 40 ans, elle disait toujours un table et puis on a arrêté de la corriger évidemment. Mais pour des anglophones, c'était l'horreur parce que vous arrivez en Suisse, c'est le soleil, après c'est disonné. Donc c'est vraiment très compliqué. Mais on vous apprend plus tard, on vous apprend en même temps, que si vous parlez d'être animé, le genre grammatical n'est pas aléatoire. C'est comme ça qu'on l'apprend. Si vous voulez parler d'un homme ou d'un garçon, vous utilisez le masculin. Si vous parlez d'une fille ou d'une femme, vous utilisez le féminin. OK. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les livres de grammaire, on voit les exemples qui sont donnés. Par exemple, à Fribourg, si vous parlez d'un homme ou d'un garçon, vous utilisez... je vais d'abord parler de la fille ou de la femme. Vous utilisez le féminin comme une actrice. Si vous parlez d'un homme ou d'un garçon, vous utilisez le masculin comme un directeur. C'est assez intéressant, on met une petite couche de stéréotype aussi là-dessus. Plus tard, on apprend la règle
de l'interprétation générique, mais surtout sur la règle de l'interprétation mixte. Et on l'apprend de cette manière. Alors, c'est vers 4 ans qu'on apprend formellement la règle de l'interprétation spécifique, et c'est vers 6 ans qu'on apprend formellement la règle de l'interprétation générique, ici au travers de la règle de mixte. Alors, on vous dit que pour parler d'un groupe d'hommes et de garçons, vous utilisez le masculin. Pour parler d'un groupe de filles et de femmes, vous utilisez le féminin. Et là, il se passe un truc incroyable, vraiment. Dans l'histoire de l'apprentissage, un truc assez incroyable. C'est vraiment, moi, j'insiste ici pour dire que c'est un moment clé de votre apprentissage, de l'apprentissage de tout le monde. Et pour montrer à quel point c'est un moment clé, je vais l'illustrer par une transition dans ma diapo qui est assez fascinante, que j'ai pris des heures et des heures à faire, pour vous montrer qu'à Fribourg, on met des moyens assez impressionnants dans nos présentations, plus probablement qu'à Genève, ça je suis presque sûr, vous allez voir d'ailleurs pourquoi. Attention, je vais vous montrer comment on apprend cette règle du mixte. Attention. Bing, vous avez vu ça? Et là, on vous apprend, c'est maintenant tout le groupe passe au masculin. Alors, je caricature un peu ici, mais quand même, c'est intéressant ici. Il suffit d'un homme ou d'un garçon, et c'est comme ça qu'on l'apprend, et le masculin l'emporte. Alors, il y a un collectif d'enseignantes et d'enseignants en France qui a décidé de ne plus apprendre à enseigner cette règle du masculin qui l'emporte, en tout cas pas comme ça, et de typiquement enseigner la règle la règle de proximité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, tiens, comment maintenant on va gérer, après avoir appris cette règle de cette manière-là, comment on gère finalement ce masculin. Une des premières expériences qu'on a faites à Fribourg, avec mes collègues aussi en Angleterre et des collègues en Suisse allemande ici à Berne, ce qu'on fait, ça illustre un petit peu ce qu'on peut faire dans ce domaine, c'est qu'on présente des phrases comme celle-ci dans différentes langues, alors pas aux mêmes personnes bien sûr, mais regardez en français en haut, les musiciens sortir de la cafétéria. Et ensuite, on présente une deuxième phrase. À cause du temps nuageux, une des femmes avait un parapluie. En psychologie, on peut faire beaucoup de choses, évidemment, avec ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la facilité avec laquelle cette deuxième phrase est traitée. Si vous avez des moyens, vraiment des moyens, des ressources financières, vous faites de l'imagerie cérébrale. Alors, vous l'avez remarqué, nous, à Fribourg, on met tous nos moyens dans nos présentations. Donc là, on n'a pas fait de l'imagerie cérébrale. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on demande aux personnes, est-ce que cette deuxième phrase est une suite possible de celle qui précède? Ici, la réponse est oui. D'accord? Il y a une centaine de paires comme celle-ci. Et dans les paires, il y a des fois des stéréotypes masculins, des fois des stéréotypes féminins, des fois des termes sans stéréotypes. Et on a une des femmes ou un des hommes qui suit. Il y a des paires où ce n'est pas possible. Là, c'est possible. Tout est possible ici. Grammaticalement en tout cas. Mais il y a des paires où ce n'est pas possible. Par exemple, si vous dites les rois sont sortis de la salle à cause du temps nuageux, une des femmes avec un manteau, ce n'est pas possible. Mais dans les paires qui nous intéressent, tout est possible. Alors, je vais vous montrer les résultats en anglais d'abord, parce que l'anglais, c'est une langue qui est semi-genrée. On pourrait l'appeler semi-genrée parce qu'elle a un genre grammatical sur le pronom, mais elle n'en a pas sur les noms de rôle comme ceux qui sont présentés ici. Regardez en anglais, vous avez simplement le graphique avec les stéréotypes en bas, stéréotypes féminins comme nurse, stéréotypes masculins comme mechanics et sans stéréotypes comme musicians, avec une suite, une des femmes, un des hommes, et le pourcentage de oui, pour dire oui, c'est une suite qui est tout à fait possible. Alors, regardez en anglais ce qui se passe. On voit que si le terme est stéréotypé féminin, les gens ont plus de peine à dire oui lorsque c'est un homme qui suit. Si le terme est stéréotypé masculin, les gens ont plus de peine à dire oui quand c'est une femme qui suit. Et quand il n'y a pas de stéréotype, c'est la même chose. On voit ici simplement que la représentation est basée sur une base de stéréotypes en anglais. Regardez ce qui se passe en français. Je ne vous montre pas l'allemand parce que c'est le même résultat que le français. Regardez ici ce qui se passe. Vous avez de nouveau le pourcentage de oui, stéréotype féminin, masculin, sans stéréotype, une des femmes, un des hommes. Regardez ce qui se passe, c'est assez intéressant. Bon, avec le son, c'est bien. J'aime bien mettre un peu de suspense ici sur la attention. Alors regardez et bing, voilà ce qui se passe. Quel que soit le stéréotype, les gens ont toujours plus de peine à dire oui lorsque c'est une femme qui suit dans la deuxième phrase. Alors, je dois vous avouer qu'à ce moment-là, on est en 2008, nos premiers travaux tournent un peu sur ce paradigme et moi, j'ai été surpris. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais plutôt une hypothèse de dire que le masculin allait être
compris plutôt d'une manière générique, peut-être plus de temps, mais quand même. Et en fait, cet effet-là, ça fait maintenant 50 ans que des gens se sont penchés sur cet effet. Alors, en anglais, sur le pronom he dans les années 70-80, et dans d'autres langues sur ce masculin, et il n'y a absolument aucune controverse sur cet effet. Aucune. Personne n'a jamais trouvé un résultat qui allait dans un autre sens que celui-ci. Et ça, c'est assez intéressant. C'est rare, hein, par ça. Moi, je travaille aussi sur la compréhension des connecteurs, par exemple, avec ma collègue Sandrine Dufray. Et là, on a des controverses, il y a des effets qui arrivent, des fois ils n'y arrivent pas, etc. Cet effet-là, il est incroyable. Et je le dis, hein, parce que des fois, on a l'impression que ce n'est pas le cas, parce qu'on entend dans les journaux, etc. Mais non, non, cet effet, il est vraiment incroyable. Alors, la question qu'on peut se poser à partir de ça, c'est est-ce qu'on peut le changer? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour changer? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un, vraiment le forcer? Les psychologues aiment bien ça. Hein, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à finalement comprendre le masculin autrement que cette valeur spécifique? Alors, on a vraiment essayé énormément de choses. Vraiment, on a essayé énormément de choses. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a une chose qu'on n'a pas essayé, je le dis puisqu'on est en psychologie, on n'a pas essayé les chocs électriques. Non, on ne peut plus, on n'a plus le droit de faire ça. Rassurez-vous, mais peut-être c'était mieux avant. Non, pas du tout. C'est bien qu'on n'ait pas le droit. Mais voilà, on n'a pas essayé ça. Ici, par contre, ce qu'on essaye, c'est qu'on présente des pères comme une sœur musicien, un frère musicien, et on demande aux gens de nous dire est-ce que la personne représentée par le premier mot peut faire partie du groupe représenté par le deuxième? Est-ce qu'une sœur peut faire partie d'un groupe de musiciens? Est-ce qu'un frère peut faire partie d'un groupe de musiciens? Il y a 400 pères dans cette expérience. Et au milieu de l'expérience, on arrête l'expérience et on rappelle la règle de l'interprétation générique. Donc, c'est un peu bizarre, hein, parce qu'on teste des étudiantes et des étudiants ici, puis vous arrêtez l'expérience, puis vous dites, est-ce que vous connaissez la règle de l'interprétation générique? Les gens nous disent, bah oui, bah, continuez l'expérience avec cette règle en tête maintenant, s'il vous plaît. Et on recommence l'expérience avec on change un petit peu les paires, mais ça reste le même principe. Alors, voilà ce qui arrive maintenant sur le pourcentage de oui. Donc, est-ce que la personne peut faire partie du groupe? Sans rappel, ce qu'on voit, c'est toujours le même effet. Sans rappel, les gens ont plus de peine à dire oui lorsque c'est une femme qui fait partie du groupe. Cet effet-là, c'est bon, on l'a eu, on l'a toujours. Cet effet ne disparaît jamais. Maintenant, dans la deuxième partie, regardez ce qui se passe. On voit que là, il y a le nombre de oui qui a augmenté pour les paires où il y avait une femme qui était présentée. Et là, il y a un problème avec cette expérience. C'est un problème très simple, en fait. C'est un problème de représentation. Imaginez maintenant, je vous fais une expérience et je vous montre des carrés de couleurs. Je vous montre un carré jaune et je vous dis quelle est la couleur du carré. Jaune, vous me dites jaune, vert, vert, rouge, rouge. Bravo. J'arrête l'expérience au milieu et je vous dis, on va continuer. Vous me donnez la couleur du carré, sauf quand il est rouge. Quand il est rouge, vous me dites vert. Mais pour les autres, vous me dites normalement. Donc jaune, jaune, vert, vert, rouge. Vous dites vert. Vous avez suivi mes instructions. Est-ce que ça veut dire que ce carré, vous le voyez rouge maintenant? Est-ce que vous l'avez vraiment changé dans votre représentation? Et pour regarder ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le temps que les gens mettent pour répondre à la question « Est-ce que la personne peut faire partie du groupe ?» En psychologie, on utilise le temps depuis déjà Donders à la fin du 19e, Wundt et ses collègues. Mais ce qui est important ici, c'est que le temps, il va nous indiquer avec quelle facilité vous arrivez à donner une réponse. Alors, regardez dans la première partie ici, vous avez la vitesse de réponse positive. Cette fois, c'est pour dire oui, cette personne peut faire partie du groupe. Et on voit que, sans rappel, les gens prennent plus de temps pour dire oui lorsque c'est une femme qui fait partie du groupe. D'accord? Donc, elles le font. Les personnes font disent moins souvent oui, mais en plus prennent plus de temps. Regardez dans la deuxième partie, où on avait vu que les personnes arrivaient à dire plus souvent oui quand il y avait une femme qui faisait partie du groupe. On voit que finalement, cet effet, il ne change pas. Alors oui, on voit que les gens sont un peu plus rapides parce que c'est la deuxième partie d'expérience, mais de manière générale, cette pente, on n'a jamais réussi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tout essayé, mais tout ce qu'on a essayé pour essayer de changer ça, on n'a pas réussi, ce qui nous amène à parler d'un mécanisme de résonance, en fait. Un mécanisme de résonance, c'est que le masculin est envoyé dans votre système, dans votre cerveau, et votre cerveau va renvoyer une valeur. Et cette valeur, ce renvoi-là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez absolument rien faire. Ça va trop vite, c'est trop automatique, c'est trop spontané. En fait, vous ne pouvez pas le manipuler. C'est-à-dire que masculin est envoyé et homme est renvoyé. Et ça, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de résonance. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui? Alors, la représentation du genre
est automatique. Alors ça, j'en ai parlé de manière assez implicite, mais on a tendance à utiliser le genre comme une catégorie dans la vie de tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on parle de personnes, c'est effectivement ce qu'on fait. Alors pas avec toujours des mêmes intensités. Il y a des fois où le genre est plus saillant, des fois il est moins saillant. Mais de manière générale, dès qu'on parle de personnes, on a tendance à activer le genre. Quand il y a un genre grammatical et que le masculin a cette valeur par défaut, homme est activé de manière passive, c'est-à-dire qu'il n'y a rien besoin de faire, homme sera toujours activé, et femme peut être activée de manière active, mais sans jamais supplanter la première activation. Ça, c'est important. Et je vous montre juste un effet de ma collègue Julia Mizerski, qui a fait une étude d'imagerie cérébrale, parce que j'aime bien, c'est important de montrer un cerveau quand vous faites des présentations de psychologie, parce que les gens ont tendance à se rappeler que la présentation est plus sérieuse. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vous montrer simplement une image d'un cerveau qui charbonne. Donc plus l'image, elle montre comme un feu, plus ça veut dire que le cerveau est en train de charbonner. Et ce que je vais vous montrer, alors l'étude a été faite en allemand, mais ça revient au même en français. Ce qu'elle a présenté, c'est qu'elle présente des paires avec le masculin ou masculin et femme, d'accord? C'est ce qu'on vient de discuter. Mais elle présente aussi des paires avec féminin et homme. Donc, si je vous dis des musiciennes, et puis ensuite, je vous parle des hommes dans ce groupe. Et là, ce n'est pas possible. Grammaticalement, ce n'est pas possible, d'accord? Puisque le féminin est exclusif dans la grammaire. Et en fait, elle va comparer à quel point le cerveau charbonne pour ces deux associations. Et regardez ce qui est assez intéressant, ce qu'on voit ici. Alors, elle fait des contrastes, évidemment, mais ce qu'on peut voir de manière assez vulgarisée ici, c'est que ce soit pour masculin, femme ou féminin, homme, c'est les mêmes effets. Le cerveau charbonne. Le cerveau ne comprend pas, n'arrive pas à gérer ces deux informations qui sont contradictoires. Et elle le montre à 500 à 800 millisecondes, ce qui nous fait dire que le cerveau a de la peine à gérer cette incohérence grammaticale. Ça, c'est intéressant de juste avoir ça en tête. OK. Par contre, s'il n'y a pas de genre grammatical, comme par exemple en finlandais ou dans d'autres langues, en japonais aussi, le genre est basé sur les stéréotypes. D'accord? Alors, en japonais, il y a encore autre chose, une autre couche qui vient s'ajouter dessus, mais sur les stéréotypes. Donc, dans une société androcentrée, les stéréotypes masculins sont valorisés, les stéréotypes féminins sont dévalorisés. Donc, en fait, on est un peu dans la peste ou le choléra, finalement. On a une représentation qui est plus masculine, ou bien on a une représentation qui est stéréotypée, mais qui est quand même en faveur d'un des groupes, quoi. Donc finalement, il ne faut pas oublier ça, il y a le genre grammatical est une chose, mais il y a d'autres éléments qui véhiculent également des représentations stéréotypées et aussi androcentrées. Alors, les implications de ces travaux, nous, on travaille beaucoup avec des enfants, en fait, sur les aspirations professionnelles, sur les représentations des métiers. Alors, il y a eu beaucoup de travaux sur la représentation des métiers chez les adultes aussi. Par exemple, combien de femmes vont postuler à une offre qui est au masculin, combien de femmes se sentent concernées sur une offre d'emploi qui est au masculin, etc. Ça, il y a beaucoup de travaux là-dessus, sur la représentation des métiers. Une chose intéressante à dire, c'est que quand on utilise des doublets, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Donc, par exemple, cherche une directrice ou un directeur, par exemple. Des garçons se sentent aussi plus touchés par ces offres. Alors, nous, dans nos travaux sur les enfants de 14 et 17 ans, on voit que les garçons aussi ont l'impression que, du coup, le métier devient plus diversifié. Ce n'est pas seulement les filles, en fait. On s'est beaucoup concentré sur les filles, mais les garçons aussi ont des représentations qui s'élargissent en utilisant des doublets, par exemple. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur la visibilité des femmes, c'est vrai. On a maintenant des projets sur la non-binarité, parce que c'est quand même assez important, et tout ça lié à l'identité sociale. Alors, je termine maintenant juste par un dernier point pratique, parce que ça, c'est important dans le débat, puisque si vous en discutez, par exemple, imaginez, vous allez au restaurant ce soir, vous allez en discuter, par exemple, avec des amis qui ne sont pas venus à la présentation parce que vos amis ne pouvaient pas, vous aurez un débat. Tout de suite, il y a un débat. Il y a tout de suite un débat. Tout le monde a un avis sur l'écriture inclusive. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il faut changer de pratique ? Mais moi, je ne vais pas vous dire de changer de pratique. Vous faites ce que vous voulez. Moi, il y a 10 ans, je disais, il faut changer. Puis en fait, je me suis bien rendu compte que non, je n'ai pas le droit. Moi, je travaille sur ces effets-là, je les observe. Par contre, ce que je peux dire, effectivement, c'est que si le monde androcentré vous plaît,
Si le patriarcat, si la société vous plaît comme elle est, avec un groupe qui domine et des autres personnes qui ne font pas partie de ce groupe, si ce groupe-là vous plaît, continuez d'utiliser le masculin, ne changez rien, franchement. Voilà, c'est plus simple. Mais si vous avez l'impression qu'il y a des choses à faire, alors le langage est une entrée qui est assez intéressante. C'est une entrée intéressante parce qu'elle est concrète. Vous voyez, si je vous dis il faut absolument avoir des salaires égaux, oui, tout le monde est là, oui, oui. Mais après, je vous dis, bon, venez, on va ensemble au service du personnel, puis on va baisser votre salaire pour celui de votre collègue alors. Ouais, bon, à compétence égale, etc. Mais le langage, on peut pas, on l'utilise tous les jours. Donc, c'est vraiment une entrée très concrète. Par contre, il faut absolument, les pratiques, il faut absolument éviter de tomber dans le piège de tout de suite penser que l'écriture inclusive, c'est le point médian, parce que ce n'est pas le point médian. Ce qui est important, c'est que toutes les formes d'écriture inclusive ont un point en commun. J'avais mis une super transition. C'est la démasculinisation. On parle de démasculinisation. Donc, toutes les formes d'écriture inclusive, que ce soit dans les formes de neutralisation, de reféminisation, dans les formes d'expression non binaire, on parle de démasculinisation. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, d'accord, alors ne le dites pas à vos amis avec des ciseaux dans les mains, mais une fois qu'on est d'accord là-dessus, on peut commencer à discuter de manière constructive sur différentes options par rapport à ce qu'il y a comme outil de démasculinisation. Mais c'est important de toujours remettre le débat là-dessus. Ces vagues de masculinisation ont existé, elles ont été politiques, et c'est important de le dire. Alors, je termine juste pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et je fais quand même aussi un peu mon marchand de tapis. Nous avons écrit un livre grand public sur ce sujet qui s'appelle « Le cerveau pense-t-il au masculin » avec Sandrine Zuffray et Outé Gabriel, dans laquelle on présente des petites expériences à faire entre amis. Alors, je dois vous avouer, on les a pensées, ces expériences, comme les faire à l'apéro, comme ça, le faire au bistrot, comme ça. Et puis en fait, on a eu beaucoup de retours où les gens ont plutôt fait ça avec leurs enfants. C'est aussi sympa de faire ça aussi. Ça permet aussi, dans des classes, de discuter avec des enfants, des élèves de ces questions-là. Voilà. Merci pour votre attention. Juste moi j'avais 3 petites questions. C'était intéressant par rapport au débat français sur la présidentielle. C'est qu'en fait, sur l'histoire des prénoms infantilisation des femmes, il y a aussi un double phénomène. Par exemple, Le Pen, Macron, les gens appellent Marine en disant que ça dédiabolise plutôt que. Donc, du coup, ce n'est pas l'infantilisation, là, c'est plutôt lui dire la rendre moins méchante. Et du coup, ils ont. Enfin, visiblement, ils l'appellent tous Marine, quoi. Donc, du coup, c'était pas plutôt. Donc, il y a un contraste d'effet là-dessus. Et puis, ce qui était intéressant, on a remarqué dans le discours d'investiture de Macron, quand il a gagné contre Marine, eh bien, du coup, il a utilisé, même si son ministère, gouvernement, interdit l'écriture inclusive, lui, il a utilisé un langage inclusif. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il a dit à un moment donné les femmes et les hommes. Enfin, on a repéré ça quand il a fait l'allocution et on imagine que ce n'est pas du hasard. Donc, c'était intéressant de voir comment ça, à côté, comment ça avait été discuté. Mais je ne sais pas sur le côté prénom, infantilisation, ce n'est pas forcément du coup. Nous, on a une étude là-dessus avec Mira Opachowski parce qu'on s'est intéressé à ça. En fait, l'utilisation du prénom comme l'utilisation de diminutifs dans certaines langues peut signaler aussi la proximité. Donc en fait, nous, on s'intéresse, on fait des petites histoires sur homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme, et de regarder qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est l'infantilisation ou la proximité? Donc ça, c'est vrai. Hein. La proximité, aussi la petite pièce. La petite pièce, vous voyez, si vous allez au bistrot après, j'arrête pas de parler du bistrot, mais j'ai soif. Mais vous allez, puis si je vous invite à aller boire une petite bière, vous n'allez pas dire « oh non, quand même, plutôt c'est aussi un effet plutôt positif. Donc, c'est possible aussi. C'est possible. Donc, les deux sont possibles aussi. Mais pour les femmes, quand même, de manière générale, on le voit d'ailleurs aussi, nous, dans nos études, c'est que le prénom pour les hommes est plutôt utilisé pour dire « moi, je suis proche de toi ». Et le prénom, quand on s'adresse à une femme, est plutôt pour dire « moi, je suis plus haut que toi ». Et ça, c'est ce qu'on voit, en tout cas, dans nos études. Alors, des questions Alors, on a deux questions dans la salle. Le micro. Tu amènes le micro? Vas-y. Alors, essaye fort. Vas-y, oui, vas-y. Merci beaucoup de votre présentation. Je me contenterai de 2 rapides questions et puis peut-être une remarque. D'abord, on est en amont
être langage inclusif, écriture inclusive, voilà, différencier ce qui est de l'ordre du langage dans processus phénomène et puis de l'ordre de la représentation graphique, l'écriture et l'orthographe, moi, ce ne sont pas vraiment le même problème. De ce point de vue, donc, je sortirai la question de l'orthographe dans un premier temps de la problématique générale de l'inclusion ou du langage inclusif. Mais bon, ça c'est entendu. J'ai juste une question plus concrète, si j'ose dire. Donc, les effets du langage sur notre pensée, on est d'accord, enfin, je me situe dans la même optique jusqu'à un certain point, parce que je pense qu'il y a aussi des effets de la pensée sur le langage. Et je me demandais dans quelle mesure ce type d'interaction-là est prise en compte dans vos recherches. Ça, c'est la première question. Autrement dit, dans quelle mesure, avec un processus de catégorisation, hein, on pourrait revenir sur les catégorisations, y compris stéréotypées, que vous avez montrées. Et la deuxième question est plus linguistique. Et je la formulerai de la manière suivante. Est-ce que le sens, est-ce que tout le sens est dans les mots? Parce que ce que vous avez montré porte énormément, donc c'est le langage inclusif, mais c'est surtout la problématique du lexique que vous avez abordée. Et il me semble que le sens est extrêmement dépendant à la fois du contexte et du contexte, et de beaucoup de facteurs. Et comment on fait pour isoler la partie du sens qui est dans le lexème sœur musicien ou frère musicien? Et j'arrête là en disant, si, par exemple, en amont de cette expérience, on avait fait lire aux participants une histoire qui donne une autre manière de voir les choses, donc qui met en discours ou en texte. Dire vite, voilà, ces unités lexicales, est-ce que le résultat aurait été différent? Autrement dit, le métalangage et les activités métalangagières, comment elles peuvent éventuellement agir sur les unités lexicales avec lesquelles, il me semble, que vous avez travaillé. Je prendrais déjà celle-là parce qu'on a essayé des choses par rapport à ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avant d'amener la personne à faire l'expérience, par exemple. Et dans une des expériences qu'on a fait, c'est qu'on a même dissocié, on a essayé de dissocier les deux expériences. C'est-à-dire que la personne, elle fait cette expérience de sœur musicien, puis avant, elle est dans une autre salle, puis on lui fait lire des offres d'emploi ou des choses comme ça. On lui fait lire des textes. Et puis dans ces textes, la moitié lisent que du masculin, et puis les autres lisent du masculin et du féminin, des doublets, par exemple. Puis ensuite, les personnes ont fini cette tâche-là et vont sortir, on leur dit « Ah, mais on a un autre projet, on a aussi une expérience, vous seriez d'accord de la faire, en fait. » Et puis les gens reviennent à cette expérience, et puis on regarde ce qui se passe. Alors en fait, ce qui s'est passé dans celle-là, c'était que les personnes qui avaient vu que du masculin dans l'expérience ont un biais qui est encore plus fort. Par contre, votre question, ce serait comment on pourrait essayer de faire pour que ce biais, avant de faire quelque chose, pour que ce biais disparaisse finalement. Un des problèmes par rapport à ça, mais c'est aussi par rapport aux stéréotypes, hein, parce qu'on essaie aussi beaucoup de faire des choses par rapport à ça, par rapport au sens même du mot, pour essayer de faire dépasser certaines catégorisations. Et c'est très très compliqué en fait, parce que c'est des associations qui sont beaucoup trop fortes en fait. Et on peut faire ce qu'on veut, c'est vraiment très très compliqué. Alors, je ne sais pas si ça répond. L'autre expérience qu'on a faite aussi, on a essayé plutôt d'enseigner à une cohorte de personnes de le contraire, en fait. C'est-à-dire que le féminin est générique. Donc, on a vraiment essayé pendant une semaine d'enseigner. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu les mêmes effets, en fait. Les mêmes effets, mais simplement inversés. Donc ça c'était voilà. Donc on essaye différentes choses pour voir aussi et voir aussi le texte lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au texte pour essayer d'avoir des textes plus longs aussi. Hein. J'ai des collègues qui travaillent sur des petites histoires par rapport à ça pour voir s'il y a des éléments qui nous permettent de travailler ces biais pour un peu les réduire en fait. Après c'est difficile hein, parce que par exemple nous ce qu'on voit par exemple chez des filles entre 3 et 5 ans, des filles qui elles, ce masculin égale homme, elles l'apprennent de manière informelle très très vite en fait. Parce que une fille, vous lui parlez au féminin, vous lui dites « toi, tu es une fille courageuse ».
Puis du coup, c'est pour ça que je dis c'est ces forces d'association qui sont vraiment extrêmement difficiles à moduler. Mais cette modulation, moi, je suis preneur. Si vous avez des idées sur comment on peut essayer de moduler ça, alors une des manières les plus explicites, c'est de dire aux gens, hein, dire, prenez ce terme pour un terme générique, hein, ou bien, vous voyez, c'est comme si vous dites, oui, c'est ça qui est dur, c'est aussi pragmatique, c'est l'erreur de contre-intention. Si je vous dis, mais pensez pas à un éléphant rose, mais non, arrêtez. Pensez pas à cet éléphant rose. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Donc c'est un peu compliqué en fait de savoir comment on va réussir à moduler ça. Une des manières qu'on a réussi à moduler, mais c'est un petit effet, c'est de présenter beaucoup plus, d'exposer beaucoup plus les personnes à des pairs femmes masculins. Femmes masculins, femmes masculins. Puis en fait, on arrive à 75% de pairs, c'est femmes masculins, avec toujours la même question. Et puis on a juste 25% d'hommes masculins. Puis ça, on a réussi à modifier un petit peu le biais, mais pas suffisamment pour que les personnes disent spontanément oui, en fait. Mais, donc ça, c'est des biais de fréquence qu'on essaye aussi de travailler. Mais voilà, ouais, on essaye pas mal de choses dans ce sens-là. Juste par rapport à l'écriture inclusive, c'est quand même important de dire d'où vient ce terme d'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est un terme qu'on voit apparaître la première fois dans les années 1960 par des religieuses, en fait. Des religieuses qui veulent proposer des réécritures de la Bible, simplement. De dire, par exemple, parler de l'enfant de Dieu au lieu de parler du Fils de Dieu. Alors c'est assez intéressant de voir. Et ces religieux, surtout, n'utilisaient pas de point médian, si jamais, pour clarifier ça aussi. Mais ouais, ça vient un peu de là. Merci. Encore une question? Alors, le micro, on a fait ça. C'est à distance. Oui, alors merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Moi, j'avais juste deux petites questions. La première, c'était est-ce qu'on sait pourquoi, à partir du XVIIe siècle, il y a eu ces vagues de masculinisation et pas avant ou moins avant? Pourquoi le XVIIe siècle? Enfin, et pourquoi après, quoi? Et la deuxième question, c'était, et du coup, qu'est-ce qu'on fait de la galanterie? Parce que vous parliez tout à l'heure de la porte qu'on ouvre parce que la femme n'est pas capable. C'est vrai, mais en même temps, ça fait plaisir quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête la galanterie ou... Je pense que la galanterie, je prends aussi la deuxième en premier. Hein. La galanterie, c'est vraiment du paternalisme. Hein. Ça, il faut vraiment le voir, hein, comme ça. Par contre, la politesse, ça, c'est autre chose. La politesse. Donc, le jour où vous avez des effets de politesse qui sont indépendants du genre, là, on pourra rediscuter de ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on a vraiment un effet de paternalisme maintenant qui est très fort, qui se rapproche beaucoup du sexisme bienveillant. Mais, et pour l'autre question, il faudrait vraiment lire les travaux d'Eliane Viennot là-dessus. Donc, il y a eu des siècles où ça allait mieux. Donc, en termes d'égalité, il y a des siècles qui ne vont pas bien. Il y a un siècle qui est particulièrement violent pour les femmes, c'est le 19e. Hein. C'est vraiment le 19e, c'est à partir du 19e. Et ces vagues de masculinisation, d'ailleurs, celles dont j'ai parlé, elles prennent du temps. Hein. Donc, dans l'usage autrice, les gens continuent de l'utiliser jusqu'au 19e. Et au 19e, il disparaît parce que au moment où l'école devient obligatoire. Donc, en fait, c'est des mouvements ici. Moi, je donne l'impression que c'est le 17e, mais c'est des mouvements, en fait. Hein. Et c'est des mouvements qui prennent du temps à se mettre en place, puisque l'usage garde en fait ces termes-là. De la même manière que à cause que, pour ce que, c'est des expressions qui sont restées dans l'usage, puis que les grammairiens ont poussé à enlever. L'Académie a poussé le parce que au lieu du pour ce que. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont arrivées. Mais ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Et je pense que ce qui est important de voir, d'ailleurs même les termes que je vous ai donnés n'ont pas tous disparu au XVIIe dans les versions du dictionnaire. Donc l'Académie a été très très productive dans ses premières versions, donc en termes de vitesse, là elle est un peu moins, puisque le dernier dictionnaire de l'Académie date de 1935, donc elle est un petit peu moins productive maintenant. Mais de fait, ces mots ne disparaissent pas tous en même temps, ça prend du temps, et ça s'installe dans cette société, quoi, vous voyez. Mais c'est pour ça que c'est difficile de... C'est pour ça que j'insiste sur le côté, c'est pas une théorie du complot en fait. Il n'y a pas un complot. C'est simplement, ça fait partie de quelque chose qui a démarré il y a 26 siècles, on va dire, probablement. Donc, je veux dire, les femmes à l'époque romaine n'ont pas de droit non plus. Donc, en fait, ça prend du temps pour se mettre en place. D'autres questions? On essaie d'approcher le micro. Alors, Mireille, du coup, puis après... Je me demandais effectivement, parce que vous parlez de démasculinisation du langage, et je me demandais est-ce que vous avez regardé ce qui se passe quand on utilise des
des termes englobants du type le corps enseignant, le personnel infirmier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, ça dépend un peu, ça dépend ce que vous utilisez comme mesure. Mais si, par exemple, vous demandez quel est le pourcentage de personnes, en fait, quel est le pourcentage de femmes et d'hommes dans ces métiers, nous, on utilise souvent une échelle à 11, donc de 10%, 0%, 10, 20. Et puis, en fait, on a des données qui viennent de sortir là-dessus, sur le fait que vous augmentez simplement la perception du nombre de femmes dans ces métiers. Par contre, que vous allez pouvoir travailler un petit peu sur les stéréotypes, mais les stéréotypes vont rester, ça c'est sûr, quoi. Par contre, si vous prenez la moyenne globale, les gens voient déjà plus de femmes. Ça c'est une chose, quoi. Donc, et le dernier papier qu'on a fait, mais alors expérimental, sur ces formes englobantes, alors malheureusement je trouve qu'on a mal contrôlé ce qu'on utilisait, parce que des fois on a fait une substitution par le groupe, des fois on a utilisé des épicènes, on a un peu tout mis ça dans un même sac pour dire on fait autre chose, quoi. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on perd le biais masculin, ça c'est sûr. Le biais masculin, il disparaît. Donc typiquement, est-ce qu'une fille peut faire partie d'un groupe du corps enseignant? Est-ce qu'une fille peut faire partie du corps étudiant? Vous avez là, le nombre de oui va augmenter, alors que est-ce que cette fille peut faire partie d'un groupe d'étudiants? Là, le oui descend. Mais ça, on l'avait remarqué dès le départ, en fait. Dès le départ, au moment où on doit tester les normes de stéréotypes. Par exemple, vous voulez savoir, est-ce que les gens voient plus de femmes dans ces métiers? Puis là, je me souviens, on était comme ça dans le bureau, puis on dit, on fait un questionnaire. Puis on s'est dit, mais on met le mot au masculin ou on met le mot comment, en fait? Puis on était devant un problème méthodologique de dire, mais du coup, on a tout essayé, on a mis tout, et là, on a vu qu'il y a des différences, en fait. Ce qui est aussi assez intéressant en termes de stéréotypes, c'est que le stéréotype fluctue en fonction de la forme langagière. Mais oui, mais il y a peu d'études là-dessus pour l'instant, sur les épicènes et la substitution par le groupe. Il y avait une autre question aussi. C'était aussi par rapport à la démasculinisation et puis le langage inclusif. Moi, j'utilise pas mal le point médian. Et du coup, il y a quand même une hiérarchie parce que ça passe quand même masculin, féminin, non binaire. Et là, vous faites comment? Vous feriez comment pour switcher l'ordre? Bon, alors j'utilise pratiquement pas les formes contractées, sauf si je veux exprimer la non-binarité et mettre un X. Donc c'est la seule manière de le faire, quoi. Ce que je fais, c'est que du coup, j'utilise qu'un seul point. Ça aussi, c'est une autre différence. Alors bon, un ou deux s'il y a le X. Ça veut dire que j'essaye de faire, bon, sur étudiante, ça ne marchera pas avec le X, ça fera... Alors ça dépend où vous mettez le X, en fait. Parce que si vous utilisez étudiantex, par exemple, ce qui se fait beaucoup, du coup, vous pouvez... Moi, je mettrais un seul point, puis EX après. Mais vous pouvez faire le point E, point X. En fait, tous les usages sont possibles, on le voit. Moi, j'avais tendance à mettre le X entre la forme masculine et puis la forme qui signale le féminin. Mais j'ai vu que dans les usages, le X venait après, parce qu'il permettait de l'exprimer oralement aussi, plus facilement, quoi. Typiquement, étudiantex, c'est plus facile que étudiantex. Et puis du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces changements se sont faits, quoi. Ce qui est compliqué par rapport à la non-binarité, c'est que le français n'a pas d'option, mis à part des options d'inclusion implicites, comme par exemple le corps enseignant, il n'y a pas d'option explicite, à part lexicalement de dire, voilà, cette personne est non-binaire. Et du coup, on est pour l'instant presque un peu obligé de passer par cette forme contractée. Mais il y a un livre, il y a un livre qui vient de sortir, qui a un récit qui s'appelle Miroir, Miroir. Alors ça ne s'écrit pas comme ça, Miroir, Miroir. Et elle fait plein d'essais pour tout ce qui est possible. Et si ça vous intéresse, moi je vous invite à voir le site d'Alferatz. Alferatz, A-L-P-H-E-R-A-T-Z. Et c'est une personne qui travaille à la Sorbonne, une linguiste qui propose plein de choses pour pouvoir écrire la non-binarité aussi autrement, si jamais. Ouais. Mais enfin, ouais, il y a plein de créativité autour de ça. La HEAD a proposé aussi des nouvelles graphies qui sont aussi, moi je les trouve assez passionnantes. Ouais. Tristan Bartolini, je crois, qui avait proposé ça. Mais Miroir, Miroir, il vient de sortir. C'est vraiment, ça vaut la peine de voir un peu tous les possibles, en fait, si jamais.
Oui, alors j'avais une bête question. Ben, merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée vraiment très intéressante. J'avais une question ou une remarque par rapport au fait que vous avez dit que les animés, donc les gens, ont un pronom masculin ou féminin, donc on dit elle pour une fille par exemple. Après, il y a des langues, notamment des langues germaniques comme l'allemand, le luxembourgeois, le Oui. néerlandais, où Mhm. la fille a en fait un pronom neutre. Donc en allemand, on dit das Mädchen, par exemple. Donc Ouais. voilà. Et alors, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et du coup, je me demandais, est-ce que étymologiquement, on a recherché pourquoi ce pronom neutre et aussi quelle représentation est-ce que ça évoque chez les gens? Est-ce que ça a déjà été étudié? Voilà, c'est une question que je me posais. Merci beaucoup. Alors, juste par rapport au... tu coupes, ouais. Par rapport au pronom sie, donc en allemand, le sie pluriel, typiquement, et puis le die, le déterminant, là, on a une étude là-dessus pour comparer comment ça se passe, surtout puisqu'en français, après, avec le pronom le il pluriel, ben, on rajoute un petit peu une couche de masculin, tandis qu'en allemand, avec le sie pluriel, ben, on change un petit peu. En fait, c'était la question, est-ce qu'on change la représentation? Et ce qu'on voit, c'est que ça change un peu la représentation, donc ça atténue le biais masculin, mais sans jamais le changer. Sur le das, je sais qu'il y a des travaux en suisse allemand qui sont très très intéressants sur le das, aussi das Anna. Parce qu'en suisse allemand, normalement on dit die Anna, par exemple, pour dire, on utilise le féminin, et quand la personne elle devient suffisamment proche, on passe au das, le neutre. Et c'est une marque aussi de proximité. Et je sais que c'est Hélène Christen à Fribourg qui a travaillé sur ça. Mais je ne connais pas très très bien ses travaux en fait sur ce pronom neutre. Nous, on commence à travailler sur le hen suédois, le hen néerlandais, le hen norvégien, hein, donc les trois langues qui ont adopté maintenant ce pronom neutre, mais ce pronom neutre a été adopté pour des raisons un peu différentes, pour vraiment des raisons aussi d'exprimer un pronom neutre, mais également pour exprimer un pronom qui permettait de parler de personnes non binaires. Et ça, c'est une question maintenant qu'on se pose. Est-ce qu'en Suède, par exemple, quand quelqu'un utilise le hen, est-ce que les gens s'imaginent des personnes non binaires? Et pour l'instant, pas en fait. C'est comme le veille anglais. Le veille anglais, les gens ont encore des représentations qui sont plutôt mixtes. Donc même en utilisant une forme neutre, les personnes, pour l'instant, ont des représentations par rapport aux mesures qu'on utilise qui sont plutôt mixtes que non binaire ou que quelque chose qui pourrait être neutre en fait. Ouais. Donc c'est les seules données que je pourrais vous présenter.